Voilà. Chers amis, bonjour, bonjour Jacques Sapir. Merci de nous suivre euh, pour cette nouvelle euh, intervention de Jacques Sapir. Ça doit être la 3 ou 4e, je ne sais plus. Oui. Pendant ces 3 ans où nous avons fait chacun à notre place, la sienne euh, plus académique que la mienne et à mon avis plus importante, c'est-à-dire de la réinformation sur ce qui se passait dans le monde et en particulier autour de la guerre en Ukraine. Alors, Jacques vient de sortir un livre qui s'appelle euh, La fin de l'ordre occidental, point d'interrogation, hein, Oui. donc, parce qu'il faut rester ouvert. Et donc, c'est un ouvrage dont, bien évidemment, je recommande la lecture, qui est très important. Il est très important, pourquoi? Parce qu'il fait un bilan un petit peu de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois que c'est d'autant plus important que l'histoire s'est accélérée avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et avec ce qui s'est passé autour de la conférence de Munich sur la sécurité. Et donc, je vais caractériser ce livre en disant que Jacques Sapir soulève le capot de notre monde, soulève le capot pour euh, examiner ce qui se passe sur le plan économique et surtout financier. Et surtout financier. Donc, si on doit mettre un sous-titre, la fin de l'ordre occidental, la fin de l'ordre financier occidental, toujours avec, bien sûr, un point d'interrogation. Alors, je crois que c'est important parce que lorsqu'on voit cette actualité se dérouler, on n'imagine pas que sous justement le capot, ça travaille. Ça travaille beaucoup, ça évolue beaucoup. Et de temps en temps, hop, si on l'ouvre, on s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé et qu'il est indispensable de les connaître. Alors, merci Jacques Sapir de nous aider à les connaître et merci d'être là et de passer par l'intermédiaire de cette petite chaîne. Alors, C'est moi qui te remercie. alors, on a beaucoup parlé dans les entretiens précédents de ce qui se passait en, euh, en Russie. L'économie russe dont Bruno Le Maire nous avait dit qu'il allait la mettre à genoux n'est pas vraiment à genoux. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est cet ordre financier international. Alors, je propose de commencer par peut-être un rappel, c'est ce que fait le livre, hein, un rappel de ce qu'est cet ordre financier international dominé par les États-Unis et pourquoi il est en crise. Ensuite, voir un petit peu ce qui émerge avec les BRICS. Mon cher Jacques, je te passe la parole. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on appelle l'ordre financier occidental, c'est quelque chose qui s'est mis en place en plusieurs étapes. Alors, évidemment, on va parler de la conférence de Bretton Woods de 1944. Euh, Point important parce que en 1944, la guerre n'est pas terminée. Donc, c'est durant la guerre que l'on pense en fait la question des problèmes de l'après-guerre. Euh, Point important aussi, les soviétiques sont observateurs et ils ne rompront avec le cadre de Bretton Woods qu'en 1947. En fait, ils se posent pendant tout un temps la question de savoir et si on adhérait au Fonds monétaire international et si on adhérait à la Banque mondiale. Donc voilà, c'est une conférence extrêmement importante dont sont issus directement le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, indirectement ce qu'on a appelé l'accord général sur, sur les droits de douane et le commerce, en anglais GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, qui remplace la conférence de la Havane, parce que la conférence de la Havane n'a pas été ratifiée par les Américains, par le Sénat des États-Unis. Bien. Et donc tout ça se met en place et on a un système monétaire qui est formellement basé sur deux monnaies de réserve, le dollar et la livre sterling. Le dollar deviendra complètement dominant en quelques années, et pour des raisons évidentes, hein, parce que l'Angleterre n'a plus les moyens
de faire vivre une monnaie internationale. Bon. Mais cet ordre particulier, l'ordre de Bretton Woods, il prend fin en 1973, quand les États-Unis décident de ne plus reconnaître la parité or du dollar et on entre dans le monde des changes flottants. Et c'est important parce que, initialement, le Fonds monétaire international devait justement aider les pays développés, pas les pays en voie de développement, ça n'existe pas en 1944. Donc, aider les pays développés à maintenir leur parité or. Euh, Évidemment, le dollar par rapport à l'or et les autres monnaies, le franc, la livre sterling, par rapport au dollar. Donc, on aurait pu se dire, ben voilà, en 1973, fin du système de Bretton Woods, fin des institutions de Bretton Woods. Ce n'est pas du tout le cas, sauf qu'elles vont se recomposer. Alors, le Fonds monétaire international se recompose comme une sorte de gendarme financier de l'ordre occidental qui va aider. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur la manière dont il aide les pays en voie de développement, mais c'est vrai qu'il maintient une position de vigie sur toute la sphère financière. La Banque mondiale, qui normalement devait aider au départ à la reconstruction des pays européens, fait essentiellement, mais elle le faisait déjà depuis une dizaine d'années, de l'aide au développement dans les pays, cette fois-ci en voie de développement. Et on va passer à un système qui n'est plus le système de Bretton Woods, mais qui est le système de l'étalon dollar, où le dollar devient absolument dominant et devient en fait la seule référence pour l'ensemble des monnaies internationales. Bon. De ce système, il faut d'abord dire que, au départ, l'Union soviétique, à partir de 1947, ne l'accepte pas. Elle s'est posé des questions. Hein. De 1944 à 1947, il y a eu de vraies hésitations. Bon. Donc, tout le monde communiste de l'époque ne fait pas partie du cadre de Bretton Woods et ne va pas faire partie du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, etc. C'est quand même important. Donc, ce n'est pas un système qui est réellement mondial. Il se veut un système mondial, mais il n'est pas un système réellement mondial. Et c'est donc à partir du moment où il évolue après la décision américaine donc de répudier l'or et de faire flotter l'ensemble des monnaies, c'est à partir de ce moment-là que ce système va s'étendre. Dès avant la chute du mur de Berlin, il y a toute une série de pays qui commencent à approcher le Fonds monétaire international, toute une série de pays communistes, la Hongrie et la Pologne en particulier. Et on voit bien que le Fonds monétaire international devient en fait un espèce de centre mondial, alors parfois d'action pas toujours pertinente et pas toujours heureuse, il faut le dire, mais de supervision de l'ensemble des problèmes financiers. Je remarque tout de suite qu'il y a une, une chose simple qui aurait pu être faite en 1990, 1991 ou même 1992, au moment de la fin de l'Union soviétique, ça aurait été de mettre le Fonds monétaire international sous la tutelle du Conseil de sécurité. Ça aurait été logique, compte tenu de ces... La décision n'est pas prise et les Américains vont tout faire pour défendre leur prééminence dans le Fonds monétaire international, qui classiquement a un président européen, très souvent français d'ailleurs. Les Français ont joué un rôle important. Mais comme le Fonds monétaire international est une banque dans sa structure, eh ben, la banque, ce sont les actionnaires, et l'actionnaire principal, ça reste les États-Unis. Et de fait, les États-Unis vont tout faire pour garder le contrôle plus ou moins absolu sur le Fonds monétaire international. Donc on a cette situation, on est dans un monde, dans un univers
d'étalon Doha, qui n'est donc plus le monde de Bretton Woods, mais avec les institutions issues de Bretton Woods. Même chose pour le GATT. Le GATT se transforme en OMC en 99-2000, mais en fait, les 15 dernières années du GATT avaient été très marquées par une évolution qui, je dirais, anticipait ce que va devenir l'Organisation mondiale du commerce. Bon. Et puis, il y a les premières crises importantes qui montrent que ces institutions ne sont plus en mesure, je dirais, d'agir efficacement au niveau international. Premier point qu'on oublie très souvent, la crise russe de 1998. Bon, classique, mais cette crise, elle était anticipée, elle est d'ailleurs en partie due aux prescriptions que le Fonds monétaire international avait données au gouvernement russe de l'époque. Mais le gouvernement, le gouvernement russe est obligé de dévaluer, de répudier sa dette pendant un certain temps. Je passe là-dessus. Ce qui est important, c'est que ça provoque un nombre de chocs extrêmement important dans le monde et que le Fonds monétaire international est incapable de la contrôler. Deuxième point, et encore plus important, la crise de 2008-2010, qu'on appelait la crise des subprimes. Bon, la crise des subprimes, au départ, c'est une crise du marché hypothécaire américain, sans plus. Et tout le monde se dit, oh, les Américains, ils y connaissent quand même quelque chose, ils vont contrôler ça. Ben non. Ben non, alors, pour des raisons en partie idéologiques, faut rappeler que c'est l'administration de George W. Bush Jr., hein, donc le fils Bush, celui de la guerre en Irak. Bien. Le gouvernement américain n'agit pas, laisse la crise devenir une crise majeure aux États-Unis, et comme le dollar est le pivot du système financier et monétaire international, évidemment, ça se transmet à l'ensemble de la planète. Le Fonds monétaire international est incapable de gérer la situation. Et là, les pays émergents qui se sont constitués quelques années plus tôt, ils prennent le choc dans les gencives. Alors, pour la Russie, c'est très net. Le gouvernement russe est d'abord dans le déni. Et il est dans le déni pour des raisons très rationnelles. Écoutez, messieurs, c'est une crise américaine. Les Américains, ils savent ce qu'ils font. Bon. Il est aussi dans le déni, je dirais, parce qu'il y a toujours ce petit syndrome chez les dirigeants russes, chez les Russes en règle générale, de dire oui, mais nous, en fait, on sait mieux qu'eux et on est les petits Napoléons de l'histoire. Il y a d'ailleurs je dirais, une expression russe qui dit sur chaque colline, il y a un Napoléon dans notre pays. Bon. Et donc, le ministre des Finances russe, qui était pourtant un ami de Vladimir Poutine à l'époque, fait une déclaration complètement invraisemblable à Moscou lors d'une conférence et dit, mais la Russie sera un havre de stabilité en cas de crise mondiale. Alors j'étais dans le panel de cette conférence avec lui. Il dit, alors, évidemment très poliment, quand on s'adresse à un ministre en exercice, je lui dis, mais monsieur le ministre, ça ne se passera pas comme ça. Si ça devient une crise mondiale, la Russie ne peut pas être un havre de stabilité. Elle sera touchée, comme le seront toutes les économies, et d'autant plus que, à l'époque, la finance russe était très liée à la finance américaine. Bon, les Chinois n'ont pas fait des déclarations intempestives comme ce ministre russe, mais ils n'en pensent pas moins. Parce que eux, ils vont devoir, dans le cadre de la crise des subprimes, sacrifier un tiers de leurs réserves de change. Les réserves de change chinois sont à l'époque estimées autour
de 3 000 milliards de dollars. Ouais. Ils vont en claquer un tiers, 1 000 milliards, en quelques mois. Alors, ils vont arriver à stabiliser une zone asiatique, Chine, Corée, Vietnam, Philippines, bon, etc., mais à un coût absolument exorbitant. Et donc, à ce moment-là, euh, les dirigeants des pays dits émergents se disent, enfin, ce qu'ont fait les Américains, c'est n'importe quoi. Par ailleurs, on voit que les institutions euh, de l'ordre américain du monde, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, sont incapables de gérer les crises qui viennent pourtant du monde américain. Quelque chose qui ne va pas. Ce système est dysfonctionnel. Et à partir de 2010-2011, ils essayent de faire bouger les choses dans le cadre antérieur. Ils ne remettent pas en cause le Fonds monétaire, ils ne remettent pas en cause la Banque mondiale, ils remettent un petit peu en cause l'histoire des agences de notation. Ils disent, attendez, on a 3 agences de notation, les 3 sont américaines, et les 3 n'ont pas vu venir et n'ont pas prévenu sur les problèmes qu'il y avait dans le marché hypothécaire américain. Là, ça ne peut plus marcher, il faut qu'on ait nos propres agences de notation. Problème, si chaque pays se dote de son agence de notation, il n'y a plus de notation globale d'une dette. Donc, il ne peut plus y avoir de marché global de la dette. Et ça, c'est un point important. Bon. Donc, les Chinois essentiellement, les Russes derrière eux, mais les Chinois essentiellement, disent aux Américains, votre système est dysfonctionnel, vous ne savez pas le gérer par ailleurs, euh, donnez-nous notre place. Et ce qu'ils demandent, c'est que la Chine ait au sein du FMI le même poids que le poids qu'elle a dans le commerce international. C'est grosso modo 40%. Le directeur nommé, enfin élu par la direction du FMI à l'époque, c'est Dominique Strauss-Kahn. Et Dominique Strauss-Kahn est plutôt d'accord avec les Chinois. Et il dit dès son entrée en fonction que oui, il faut faire une place plus grande à la Chine, à l'Inde, parce que ça correspond aux réalités du commerce international. Refus des Américains. Bon, après, on sait ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn. Attention, je t'interromps une seconde. Il ne faut pas nourrir le complotisme, hein. Non, non, non. Je dis Non, ce sont non, des non, choses. mais je sais bien que tu ne nourris pas le Non, complotisme, ce mais sont des choses séparées. Mais oui. qui, si tu veux, euh, il aurait tenu sa braguette fermée 6 mois ou un an de plus, les choses auraient peut-être été différentes. Il faut le dire parce qu'il était en pleine négociation où il avait pris, en réalité, le parti des Chinois. Et il négociait avec le gouvernement américain en leur disant non, non, c'est plus possible, on ne peut plus rester sur une structure d'actionnariat, donc une structure de pouvoir à l'intérieur du FMI qui soit celle des années 50. Attendez, messieurs, le monde a évolué. Bon. Donc, exit Dominique Strauss-Kahn euh, et celle qui le remplace, donc, euh, qui n'est pas une femme médiocre. Moi, je suis assez. Bon, maintenant, elle est à la BCE. Elle fait des choses qui sont un petit peu plus discutables, mais Christine Lagarde n'était pas une femme médiocre, mais elle n'a pas, je dirais, la légitimité académique de Strauss-Kahn pour s'opposer aux Américains. Et donc, elle va tenter de faire passer une forme de compromis
qui est une cote mal taillée où en fait les États-Unis conservent, s'ils ont un pays européen qui vote avec eux, ils ont la majorité. Bon, de facto, ils ont conservé la majorité, mais c'est vrai que la part de la Chine a un petit peu augmenté, pas au niveau où elle devait augmenter sous Dominique Strauss-Kahn, mais elle a un petit peu augmenté. On propose aux Chinois d'inclure le yuan dans la définition des droits de tirage spéciaux, etc. Bref, on leur donne des cacahuètes. Les Chinois, et c'est assez typique de la manière dont ils se comportent, les acceptent, mais n'en pensent pas moins. C'est-à-dire, OK, vous ne voulez pas, d'accord, on en prend acte et on va tenter de faire quelque chose à côté. La Russie, elle, euh, pense déjà à cette époque que c'en est globalement fini du Fonds monétaire international qui n'est plus capable de gérer les choses. Et les Indiens et les Brésiliens sont pas loin de penser la même chose. En réalité, parce que l'Inde a eu des conflits sur un certain nombre de problèmes financiers avec le Fonds monétaire international. Et ce que me disent à l'époque les diplomates indiens, c'est bah, les Américains, ils comprennent rien. Alors, il faut rappeler que l'Inde a une très vieille et très grande tradition financière au niveau du bassin indien, c'est-à-dire de l'Inde, mais aussi des pays d'Afrique, de la partie est de l'Afrique, de la Malaisie, etc. C'était d'ailleurs quelque chose qui allait de pair avec le commerce indien qui était très important au XVIIIe siècle. Et ils avaient inventé un étalon poivre dont ils se servaient pour stabiliser l'ensemble de leurs transactions. C'était le poivre qui était extrait et fabriqué à Nicobar et dans les îles qui jouxtent la côte indienne, qui servait d'étalon de mesure. Mais il y avait tout. Il y avait déjà, bien sûr, des lettres de change, il y avait des contrats au futur, il y avait des contrats qui étaient adossés à des contrats au futur. Il y avait une grosse partie de l'ingénierie qui s'est développée à partir des années 80 et 90 dans le monde occidental, qui existait déjà. Alors, il ne faut jamais l'oublier et prendre les Indiens pour des gens sous-développés est l'une des pires erreurs que l'on puisse faire. Donc, on a ce problème. Et puis, la politique américaine va marquer, je dirais, une troisième étape, ou plutôt une quatrième. Il y a eu l'étape des crises, les leçons qui sont tirées de ces crises, mais surtout la politique américaine, au lieu de se dire, ah, il y a un problème, on devrait peut-être construire un condominium avec la Chine pour gérer financièrement et commercialement le monde, bon, etc. Elle reste dans cette illusion de dire non, nous sommes les seuls gens sérieux dans le monde. Il y a une expression américaine, hein, the big kid on the block. Euh, Grosso modo, on est les caïds du quartier. Et donc, on va réimposer toute une série de nos règles. Alors, c'est la question de l'extraterritorialité des règles américaines. C'est à partir de ce moment-là qu'elles commencent à se poser. Hein, rappelons-nous l'affaire Alstom, il y en a bien d'autres. Hein, bon. Les sanctions qui commencent à être prises et les sanctions financières qui commencent à être prises contre toute une série de pays. À l'époque, la Russie n'est pas encore concernée, elle le sera à partir de 2014, mais la Corée, l'Iran, Cuba, etc. Et grosso modo, une politique extrêmement agressive qui consiste à utiliser le dollar comme une arme politique.
Alors, ce type de politique, si elle avait été, je dirais, mise en œuvre dans les années 50 ou dans les années 60, les États-Unis avaient tout à fait les moyens d'imposer. Mais quand ils commencent à le faire, en particulier sous Barack Obama, bon, euh, dont la réalité de la politique ne correspond pas du tout à l'image sainte que l'on en a construite en Europe occidentale. Bien, mais c'est une catastrophe. Parce que, et pour les Américains même d'ailleurs, euh, les pays émergents et les pays de ce qu'on appelle le Grand Sud ou le Sud global se disent, mais on ne peut plus utiliser des instruments américains, sont des instruments toxiques, parce que les États-Unis les instrumentalisent constamment au profit de leur politique. Et c'est à partir de ce moment-là que les pays des BRICS vont commencer à penser à une possible alternative. Ils créent la nouvelle banque de développement, en anglais la New Development Bank. Bon, et ils disent d'emblée, dès la constitution de cette banque, qui est une banque d'investissement, mais qui peut faire bien d'autres choses, dès la constitution, ils disent que cette banque est ouverte à tous les membres des Nations Unies, pas simplement aux pays Alors, des BRICS. je Euh, t'interromps à ce stade. Euh, à la lecture de ton livre, il m'est apparu que les BRICS, au départ, la création des BRICS avec les cinq, était je veux dire, une initiative qui n'avait pas l'ambition que tu viens de décrire. non, Euh, absolument pas. et donc, l'ambition d'être une réponse à la crise du système international sous domination américaine. Donc, au départ, ça ne semblait pas être leur volonté. Ça le devient dans l'action. Alors, en fait, c'est ce que tu décris dans ce livre. Oui, tout à fait. Ça le devient dans l'action et du fait des réactions des États-Unis et de l'Union européenne, bon, qui a aussi joué un rôle assez pervers dans toutes ces histoires. Mais au départ, quand les BRICS se constituent, d'ailleurs, ils se constituent lors d'une Assemblée générale des Nations Unies, c'est important. Il faut savoir que les BRICS se pensent toujours dans le cadre des Nations Unies. Bon. Donc les BRICS, au départ, hein, puisque l'Afrique du Sud ne les rejoindra que 2 ans après, l'idée, c'est de dire notre voix n'est pas assez entendue au niveau international, et en particulier par les institutions de l'économie internationale, par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, etc., et par l'OMC, on s'associe pour faire entendre notre voix. Bon, au départ, ce n'est que cela. Et puis, avec la crise de 2008-2010, ça devient, bah, notre voix n'est pas entendue, il va peut-être falloir faire un peu plus de pression. Et alors là, euh, je vais repartir un petit peu sur des questions théoriques. Il y a assez longtemps de ça, N'hésite pas, n'hésite pas. au début des années 60, un grand économiste euh, juif allemand immigré aux États-Unis, Alfred Hirschman, euh, analyse les rapports entre les institutions et le développement ou la crise des institutions à travers 3 concepts. Il dit voilà, euh, on peut être membre d'une institution et considérer que la meilleure manière de faire avancer ses propres intérêts, c'est la loyauté envers l'institution. On peut considérer que c'est au contraire à travers la manifestation évidente de notre dissatisfaction vis-à-vis de cette institution, c'est ce qu'il appelle la voix, voice. C'est consiste quand on dit ce que vous faites, c'est pas du tout correct. Vous êtes en train de prendre des décisions qui sont contraires à mes intérêts. Bon, mais vous protestez, mais une protestation qui est intègre.
à l'institution. Et la troisième possibilité, c'est la sortie de l'institution, ce qu'il appelle exit, sortie, avec évidemment dans l'idée, on va constituer une institution alternative. Au départ, donc avant la crise de 2008, la stratégie des BRICS, c'est une combinaison de loyauté et de voix. Loyauté, oui, bon, on reconnaît toute une série de choses. Par exemple, la Russie est admise au G7, elle va jouer le jeu pendant tout un temps. Bon, ok. Mais on dit, voilà, il faudrait que vous nous fassiez une place un petit peu plus importante. À partir de 2010, et donc des conséquences de la crise, on en vient à peut-être que pour mieux faire entendre nos voix dans notre stratégie de la voice, il faut qu'on menace de l'exit. Et voilà, si vous ne nous écoutez pas, bah, à un moment donné, on en aura marre et on va se barrer du système. Bien. Et ça correspond au moment où Russes et Chinois commencent à mettre en place leurs propres agences de notation. Alors, j'ai dit, c'est une question qui peut apparaître mineure, sauf que ça a des conséquences considérables sur le marché international des dettes, et puis ça envoie un message quand même. C'est-à-dire, écoutez, si vous en faites trop, si vous ne nous écoutez pas, si vous n'êtes pas raisonnable, ben nous, on pourrait partir. Mais à l'époque, il n'y a pas de réelle volonté de partir. Ce n'est que la mobilisation potentielle d'une menace. On est en fait dans un type de jeu de dissuasion. Après 2014, les sanctions qui sont prises contre la Russie à cause de la question de la Crimée, du conflit qui est en train de monter entre le gouvernement ukrainien et la Russie, bon, mais aussi des sanctions qui s'appliquent à d'autres pays, hein, l'Iran, Cuba, bon, etc. On est de plus en plus vers de l'exit, c'est-à-dire qu'on est en train de basculer de la position voice, ou disons d'un équilibre entre voice et exit, où la menace de l'exit vient valoriser la voix, on bascule de plus en plus dans une position d'exit en maintenant néanmoins une dimension de voice, histoire de dire aux Occidentaux, tout ça c'est votre faute. Si vous changez de position, on pourrait à ce moment-là peut-être revoir certains de nos projets. Du côté occidental et américain, encéphalogramme plat. On ne réagit pas. Et donc, avec le début de la confrontation armée en Ukraine, et donc avec les sanctions qui sont massivement prises par les Occidentaux, eh bien, c'est d'une certaine manière la prise de conscience dans l'ensemble des BRICS, mais aussi dans les pays qui, au-delà des BRICS même, sont sympathisants des BRICS, ce qu'on appelle le Sud global, bah, c'est la prise de conscience que c'est plus possible. Il faut se doter de ses propres institutions. Donc, c'est un petit peu ça la trajectoire qui a été suivie donc depuis 1944. Et c'est très intéressant parce que ce que l'on voit, c'est que, en fait, euh, cette, je dirais, volonté désormais affichée de construire des alternatives. Et d'ailleurs, il y a une banque chinoise qui fait désormais plus de prêts au développement que la Banque mondiale. C'est quand même important. La nouvelle banque de développement des BRICS, qui a récupéré une partie des prêts qui ont été faits par cette banque chinoise, est aujourd'hui très largement, je dirais, un intervenant décisif dans la question de l'aide. Bref, et elle fait bien d'autres choses, puisqu'elle commence à penser des règles de transaction, ce qui normalement est la tâche de l'OMC, des règles de financement et de règlement. Et là, on entre dans le domaine du Fonds monétaire international, une stabilisation
des balances de paiement. On est clairement là dans le domaine du Fonds monétaire international. Bon, euh, mais c'est à cause de cette volonté délibérée ou peut-être du fait de la routine des pays occidentaux à ne pas se rendre compte d'à quel point le monde avait évolué. Alors, pas seulement de 1944 à 2024, mais tout simplement comment le monde avait évolué, on peut dire de 1990, voire de 1991, hein, de la dissolution de l'Union soviétique jusqu'à 2024. Et c'est cette espèce de refus de prendre en compte cette évolution qui a nourri et radicalisé le discours des BRICS. Alors, si je comprends bien, on avait dans l'attitude des BRICS vis-à-vis du système sous domination occidentale, appelons-le comme ça, Hein. un mixte entre la loyauté et la voix. Oui. Là, on est passé dans un mixte entre la voie et la sortie, ou en tout Et cas, même largement orienté vers la sortie désormais. oui. Alors, c'est ce que j'entendais, et ce que j'ai vu dans ton livre. Euh, alors, juste une petite observation concernant les pays importants des BRICS. Tu les caractérises par des pays qui ont des développements importants et qui ont effectivement une spécificité dans le rôle de l'État dans l'économie, c'est-à-dire qui sont peut-être plus éloignés que d'autres du néolibéralisme, hein. C'est-à-dire qu'il y a un côté, alors bon, bien évidemment, si on pense à la Russie dans cette période ou si on pense à la Chine, euh, c'est plus qu'évident, mais pas seulement. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, c'est la nouvelle banque de développement. C'est-à-dire qu'en fait, les BRICS sont en train, euh, non pas de se doter, je dirais, mais de doter le monde d'outils alternatifs. C'est ça qui est intéressant, parce que tu le dis, la nouvelle banque de développement, elle prête aux membres des BRICS, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'elle Absolument. devient, voilà, elle devient un outil. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet instrument qui peut devenir quelque chose d'extrêmement important? Alors, au départ, cette nouvelle banque de développement, elle a été conçue un petit peu, je dirais, comme un substitut à la Banque mondiale. D'emblée, cependant, les BRICS l'ont ouverte à l'ensemble des pays. À la limite, hein, la France voudrait faire financer un projet de développement, on pourrait aller à la banque, à la nouvelle banque de développement. Bon, pour des raisons politiques, je ne suis pas sûr que ça Oui, passerait, mais si tu veux, légalement, si on prend la charte de la banque, c'est possible. Et c'est un point extrêmement important, ce qui explique pourquoi elle s'est développée très vite. Et puis, les Russes et les Chinois ont compris que cette banque offrait le potentiel non seulement de remplacer la Banque mondiale, mais de remplacer aussi à terme le Fonds monétaire international. Alors, carrément. oui, c'est pas encore fait, c'est pas encore fait, mais c'est en train de se faire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des discussions très très avancées qui ont lieu sur la question de savoir euh, quel sera l'instrument d'échange entre les pays des BRICS et les pays qui sont associés aux BRICS, parce qu'il faut savoir que, on l'a vu lors du sommet de Kazan en octobre dernier, on a les BRICS auxquels se sont ajoutés certains pays, hein, l'Égypte, l'Éthiopie, maintenant on a l'Indonésie qui vient de rentrer dans les BRICS. Je rappelle que l'Indonésie, c'est pas rien, hein. C'est d'abord le premier pays musulman du monde. Il faut le savoir, ce ne sont plus les pays du Moyen-Orient, bon, etc. Bon, et c'est un pays qui commence à peser relativement lourd. Bon. Et puis on a une dizaine de pays
qui ont décidé de faire partie de ce qu'on appelle les partenaires des BRICS, qui constituent, je dirais, un deuxième cercle de pays associés. Si on met tout ça ensemble, ça commence à peser à peu près un tiers du commerce mondial. Le commerce interne à cette zone BRICS, plus euh, pays associés au BRICS. Donc voilà, on a cette logique. Bon, c'est pas encore fait, parce qu'il y a toute une série de problèmes techniques. On ne transforme pas une banque de développement en un système de gestion des relations financières internationales comme ça, sur un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Ça n'existe que justement que chez je dirais, les gens qui font de l'analyse de comptoir des réalités internationales. Mais le fait que depuis 3 ans, ils aient commencé à discuter très sérieusement des instruments qu'ils utiliseraient, de la place qu'ils donneraient d'ailleurs aux crypto-monnaies dans ces instruments, de toute l'architecture financière. Et il y a des réunions des pays membres de la nouvelle banque de développement qui ont lieu tous les mois. Et tous les mois, les banques centrales de ces pays tiennent une réunion pour faire le point de ce sur quoi on a avancé, pour dire quelles sont les priorités ultérieures, etc. Donc, on est sur un vrai travail de construction d'institutions qui est en train de se passer. Ben oui, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et alors, en parallèle, il y a aussi, je veux dire, les expériences pour mettre en place d'autres outils. Je pense au remplacement de SWIFT, par exemple, cet organisme qui assure les règlements. J'ai appris des choses là, Jacques, sur les questions de durée, sur le fait que le système est antérieur à la révolution numérique Tout relativement à fait. récente finalement, et que euh, est-ce que Swift court vraiment un risque d'une solution alternative qui finirait par prendre sa place? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que Swift, en réalité, est un ancien système. Oui. C'est un système qui, comme tu l'as dit, il a été conçu avant la révolution numérique. Et aujourd'hui, au sein des pays occidentaux, il y a beaucoup de critiques qui sont faites à Swift, qu'on trouve effectivement trop lent, peu sécurisé. Et c'est un comble, parce que c'est quand même une question tout à fait essentielle. Ouais. Et certains pays ont tenté de développer des prototypes qui pourraient être adoptés par les autres pays occidentaux. Alors, on a différents prototypes qui fonctionnent au sein de l'Union européenne, mais qui restent très, très réduits. Hein. Le nombre de transactions qu'ils gèrent reste pour l'instant très faible. Et l'idée des Russes, des Chinois, des Indiens, aussi des Brésiliens et des Sud-Africains. Alors, par la force des choses, je parle moins de l'Afrique du Sud ici, parce que on voit bien que l'Afrique du Sud, elle suit un petit peu le mouvement, elle est pas en mesure, je dirais, de l'impulser. Bon, euh, eh bien, ils sont en train de mettre en place un système qui sera un équivalent très supérieur à SWIFT, puisque les transactions devraient être faites en moins de 24 heures, alors qu'il faut plusieurs jours en réalité à Swift. Donc, tout ça pourrait être fait automatiquement. Un système qui serait, par l'utilisation de crypto-monnaies, en fait, euh, particulièrement sûr. Et on sait que pour casser les clés des cryptos, bonjour, c'est pas rien. Bon, donc, ce type de système pourrait voir le jour euh, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, et utiliser justement comme instrument privilégié de ces transactions la fameuse monnaie de transaction des BRICS qui doit être mise en place par la nouvelle banque de développement. Alors, même s'il s'agit de projets différents, il y a évidemment une collaboration extrêmement importante entre
le groupe des experts qui travaillent sur ce nouveau SWIFT, hein, sur ce SWIFT des pays du Sud ou des pays émergents, et les experts qui travaillent sur la nouvelle monnaie des BRICS et le rôle de la nouvelle banque de développement dans la gestion de cette nouvelle monnaie. Ça ne se fait pas de manière séparée, même s'il s'agit de projets différents, et je pense que le nouveau Swift, hein, le remplaçant de Swift, pourrait voir le jour bien avant la question de la nouvelle monnaie de la nouvelle banque développement, parce que ça va devoir prendre encore 3-4 ans. C'est tout à fait évident. Par contre, le nouveau Swift pourrait apparaître, je pense, en fin 2025, début 2026. C'est-à-dire demain. Alors, Oui, tout à fait. face à ce que tu décris, c'est-à-dire, j'ai dit en commençant que tu avais levé le capot. Voilà comment ça marchait, hein, à l'imparfait. Et voilà comment c'est en train d'évoluer. Et je retiens d'abord que est en train de se mettre en place une alternative. Alors, j'ai une question qui est en deux aspects. Premièrement, qu'est-ce qui explique que l'Occident ait refusé finalement les évolutions qui auraient probablement incité lesquels pays à coopérer différemment plutôt qu'à envisager ce que tu dis, envisager la sortie. Hein. Donc, pourquoi qu'est-ce qui fait que les Occidentaux ont adopté cette attitude? Je ne sais pas, moi, je me trompe peut-être, que trouve un peu suicidaire. Et la deuxième facette de la question, face à ce qui est en train de se mettre en place, au-delà des foucades de Donald Trump dans son bureau disant oh, les BRICS, qu'est-ce que c'est que ce petit club? Je ne sais même pas si la Chine en fait partie, c'est-à-dire une de ces rodomontades en forme de provocation Oui. qui fait qu'on ne sait jamais s'il est sérieux ou s'il se fout du monde. C'est une façon d'opérer. Mais donc, bon, voilà, pourquoi est-ce que l'Occident n'a pas mesuré qu'il fallait qu'il évolue et qu'il fasse des concessions et qu'est-ce que il va arriver à son système parce que celui-ci finalement le Sud global ça commence à être au plan économique dominant en termes de population, dominant aussi en termes économiques. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, sur la question de savoir qu'est-ce qui explique l'attitude des États-Unis et des autres pays occidentaux, problème complexe. Il y a d'abord de l'idéologie. Mais c'est une idéologie, c'est une méta-idéologie, c'est quelque chose qui est tellement ancré que les gens n'ont même plus conscience qu'il s'agit de l'idéologie. Mais voilà, nous avons dominé le monde depuis 3 siècles, hein, depuis 18e, enfin, mi du 18e jusqu'à mi 21e. Ça va durer. Bah non, bah non. Bon, ça c'est le premier point. Mais évidemment, ça fait que, par exemple, on considère toujours ces pays. Alors, la Chine, je pense maintenant c'est fini. Mais par exemple, l'Inde, euh, on va parler à des députés à l'Assemblée nationale. Et pour eux, l'Inde, ah ouais, c'est la misère, c'est les bidonvilles, etc. Bon. Ils ne voient pas que d'abord que l'Inde, c'est la troisième puissance mondiale qui réalise 7% du PIB mondial. L'Inde, c'est un pays, alors effectivement émergent, mais avec un secteur à haute technologie extrêmement dynamique, avec des secteurs industriels qui sont très, très, très dynamiques, et que le monde, et en particulier le monde occidental, a changé. Aujourd'hui, par exemple, on voit bien que la Chine conteste le leadership dans les questions informatiques et électroniques aux États-Unis. Euh, les pays des BRICS représentent grosso modo 60 à 70% des ressources naturelles au monde. Hein, en pétrole, gaz, bien sûr, mais il y a toutes les autres.
les terres rares, bon, etc. Donc, il y a ça, le fait que les femmes et les hommes qui nous gouvernent en Occident ne sont visiblement pas appareillés intellectuellement pour comprendre ce basculement. Et c'est vrai Alors, que ce basculement était rapide, hein. Donc ça, c'est un oui, premier point. il a été rapide, mais moi, j'interviens à ce stade. Euh, Ce qui m'a finalement surpris, on apprend à tout âge, hein. Donc c'est pour ça qu'il, je sais plus, une humoriste disait, il vaut mieux mourir le soir que le matin parce qu'on en apprend tous les jours. Donc après l'entrée des troupes russes en Ukraine, ce qui s'est déchaîné à ce moment-là, tout ce qui se passe depuis 3 ans, m'ont fait prendre conscience. Alors je ne vais pas utiliser le mot racisme parce que c'est le racisme, c'est pas ça. Pour moi, le racisme constitue à dénier à l'autre une part de son humanité. C'est pas ça. C'est un suprémacisme stupide. C'est-à-dire que euh, c'est le sentiment que tu décris. On est les meilleurs et ce n'est pas prêt de changer. Et les autres, et là, on les sous-estime complètement. Les Russes sont des moujiks, les Indiens, c'est la misère, ce sont des mendiants. Euh, euh, les Chinois, ça a été longtemps, moi je me rappelle quand j'étais petit, les Chinois, c'était la famine et la misère, hein. On me disait, finis ton Tout à fait, assiette oui. parce que moralement, il faut, parce que les Chinois n'ont pas à manger. Ça a un petit peu changé. Et ça m'a frappé, y compris le rapport à la Russie, cette russophobie, niant l'importance de la civilisation russe. Et alors, que dire de la civilisation chinoise et de la civilisation indienne? Ce sont de grandes civilisations avec des histoires extraordinaires. Alors, la civilisation indienne a des handicaps, je pense à les structures sociales, le problème des Oui, bien sûr, castes, le système de etc., caste, oui. hein, qui peuvent constituer par rapport à la Chine des handicaps, encore que la Chine, ils sont sortis de la misère, de l'ornière de misère dans laquelle ils étaient grâce à la révolution de 49 euh, et à Mao Tse-tung, mais initialement. Donc le problème, c'est que ce suprémacisme, effectivement, est particulièrement stupide. Qu'on ait le sentiment que l'Occident a dominé le monde et qu'on espère qu'il va continuer à le faire, je comprends. Mais que pour ça, on se sent obligé de considérer les autres comme des abrutis, c'est vraiment dangereux. Pour nous, hein, s'entend. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas simplement le sentiment on est les meilleurs, euh, ce qui est aujourd'hui, alors économiquement, et ça a changé très vite, hein. Si on regarde par exemple en 1990, il y a 35 ans, comment se répartissaient les pouvoirs des différents pays, bah oui, c'est vrai, à cette époque-là, le monde occidental était complètement dominant. Et complètement dominant. Bon. Euh, Aujourd'hui, la Chine a dépassé les États-Unis en parité de pouvoir d'achat en 2017. Donc les États-Unis ne sont plus la première, mais sont la deuxième puissance. La troisième, c'est l'Inde, comme je l'ai dit. La quatrième, c'est la Russie. Donc, Japon et Allemagne, à peu près équivalents, 5 et 6. Mais on a le Brésil, l'Indonésie, qui sont en train de monter à toute vitesse et qui vont, ou je ne sais, je suis même pas sûr qu'ils ne l'ont pas fait, qui ont déjà dépassé la France ou qui vont la dépasser assez rapidement. Donc, si tu veux, il y a cette incompréhension, mais qui peut aussi se comprendre, hein, qu'une domination qui durait depuis 3 siècles est en train de prendre fin en 30 ans. Ouais. Tu vois, 300 ans, 30 ans, et ça pose pour une génération, pour la génération pendant laquelle ça se passe, ça pose un problème conceptuel, donc parce que les femmes et les hommes politiques ne sont pas, je dirais, des gens qui sont euh, qui maîtrisent les sciences sociales, en réalité, qui maîtrisent l'histoire, qui maîtrisent l'économie. Et c'est normal, hein. Ils ont un autre boulot à faire qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui de mes collègues. Bon, donc, bon. Mais
à un moment donné, on aboutit à ce genre d'aberration. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la volonté de la part des États-Unis de défendre leur position dominante par ce que j'appelle le recours à la méthode. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce roman, hein, le recours à la méthode de Gabriel Garcia Marquez. Non, je ne l'ai pas lu celui-là. Bon, où on a un vieux dictateur. Bon, sa méthode, c'est ah ouais, il commence à gueuler un bon coup de répression, achat d'armes à l'étranger, je règle ça en quelques mois, et puis je peux repartir me taper la cloche en France parce que je préfère de loin vivre en France que dans mon pays, etc. Bon, et qu'est-ce que pensent les Américains? Enfin, qu'est-ce qu'ils pensaient jusque-là? C'est l'idée de se dire, ouais, bon, et, on est quand même la puissance militaire la plus forte, on a le dollar, etc. Donc on va un petit peu serrer les boulons et vous allez voir, tous ces pays vont se réaligner et cette espèce de début d'insurrection, ça va se calmer. Ce qu'ils ont fait dans le temps. Je rappelle que c'est au moment où ils étaient très contestés par l'Allemagne et le Japon, qui procèdent à cette dévaluation puis réévaluation brutale du dollar. C'était l'objet d'ailleurs de leur sortie du système de Bretton Woods en 1973. Bon, mais là, ça ne marchera plus. Et ça ne marche plus en réalité. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point Donald Trump se rend compte que Make American Great Again, ce n'est pas Make American as powerful than before. C'est deux choses complètement différentes. Alors, il peut peut-être reconstruire en interne l'économie américaine. Bien. Je ne sais pas s'il va y réussir. Je souhaite qu'il y réussisse pour la vie de l'Américain moyen, de l'Américain de la classe ouvrière. Mais ça peut être un objectif. Mais cet objectif n'empêchera pas les États-Unis de rester la deuxième puissance du monde et non plus la première, et d'être contesté économiquement, non seulement par la Chine, mais maintenant par l'Inde et par toute une série d'autres pays. Donc, ça, c'est un problème extrêmement important. Ce qui est dramatique, c'est que cette idée du recours à la méthode, hein, a aggravé la situation. Et ça, tu as raison. C'est de ce point de vue-là que la politique américaine s'est révélée, en réalité, très contre-productive face aux intérêts généraux des États-Unis. Alors, euh, on va arriver vers la fin de cet entretien. Je vais être méchant, Jacques. Je vais te demander si euh, le point d'interrogation qui est à la fin du titre de ton livre, la fin de l'ordre occidental, on peut l'enlever, ce point d'interrogation. Non, je te provoque là, mais ce que tu nous as décrit, c'est un processus qui est en cours. C'est l'organisation du monde en dehors de l'Occident, c'est pas rien. Et puis, ce que tu viens de dire sur la rapidité, ça va extrêmement vite. Donc, c'est ça qui est fou. Est-ce que cet ordre occidental, parce que ce que tu dis concernant Trump, moi, j'ai écouté ce qu'a raconté Rubio, donc le secrétaire d'État aux Affaires extérieures, le ministre des Affaires étrangères, qui est actuellement en train de discuter avec Lavrov. Il a dit, bon, l'unipolarité, ça suffit, quoi. Il faut passer à la multipolarité, mais dans cette multipolarité, on va être les meilleurs. Je schématise. Bien, mais est-ce que cet ordre occidental, avec le boulet que constitue pour l'instant l'Europe, c'est-à-dire qui vient de prendre une armoire normande sur la tête avec les discours américains, il y avait celui d'Excet à l'OTAN et puis celui de euh, Vance de Vance, à la de conférence Vance de du Munich. président à Munich.
le patron de la conférence de Munich l'a clôturé en pleurant, tellement qu'on avait été méchant avec lui. Mais enfin, je veux dire, on se dit, et puis bon, le reste de ce qu'exprime l'Europe est complètement, l'Union européenne en particulier, complètement pathétique, sans parler bien sûr des Britanniques, avec M. Keir Starmer qui dit qu'il va envoyer des troupes en Ukraine. Je pense que si l'ensemble de l'armée britannique se rassemble, elle ne pourra pas, toute arme confondue, ne pourra Ouais, pas remplir le stade de Wembley. Hein. Donc, c'est dire s'ils sont puissants. Bon. ouais. Donc, tout ça est un peu pathétique et l'Europe devient un boulet. Et j'ai un peu, je me trompe peut-être, j'ai un peu le sentiment que c'est ce que considèrent les Américains actuellement au pouvoir. Hein. Les autres, les démocrates étaient contents d'avoir des laquais. Mais maintenant, Trump a l'air de considérer que c'est un boulet et que il faut non pas s'en débarrasser, mais probablement le laisser à sa place. Alors la question, c'est est-ce que tout ce qui est en train de se produire, dont tu viens de nous décrire l'aspect économique et financier, fait que l'Occident va maintenant, dans son déclin, perdre de sa substance avec peut-être des déclassements lourds. C'est-à-dire que, bon, nous, on est sortis de l'histoire, c'est clair. L'Union européenne est en train de sortir de l'histoire, mais est-ce que ça peut être aussi sortir de la prospérité, sortir des niveaux de vie importants qui ont été ceux de l'Occident? Est-ce qu'on va vers quelque chose de grave pour l'Occident? Alors, quelque chose de sérieux, oui, quelque chose de grave, ça reste à voir, hein, parce que les choses sont loin d'être tranchées. Ce que je dirais, c'est que, en fait, le monde a aujourd'hui le choix entre soit se polariser autour de deux blocs, grosso modo, l'Occident collectif contre le Sud global, ou l'Occident global contre le Sud global, bon, etc., avec des relations assez conflictuelles entre eux. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que au sein de cet Occident global ou de cet Occident collectif, l'Europe est appelée à passer complètement sous la coupe, non seulement politiquement, mais économiquement, des États-Unis. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la stratégie de Donald Trump, c'est de vider l'Union européenne de ses usines. Il veut provoquer une relocalisation massive, en particulier de l'industrie allemande, mais pas que. Il n'y a pas que l'industrie allemande, aux États-Unis, et il va jouer sur les prix de l'énergie et sur un petit peu de protectionnisme. Bon, donc ça c'est une possibilité. Ou alors nous avons la possibilité que ces blocs se fracturent un petit peu, coopèrent en réalité, parce que des pays auront su jouer le rôle de passerelle entre ces blocs. Et ça, c'est très important. Ces deux stratégies, enfin, ces deux futurs possibles, impliquent toujours des décisions d'État. Si évidemment tous les pays du bloc occidental disent on fait partie du bloc occidental, intègrent la vision d'un bloc, et même chose dans les pays du Sud global et des BRICS, ça va aller assez mal. S'il y a des pays qui sont capables de se dire non, attendez, ça peut arriver à une catastrophe, il vaut mieux que l'on trouve des terrains d'entente, donc il faut qu'il y ait des pays en position d'intermédiaire, et par ailleurs, il faut évidemment que l'on fasse évoluer les institutions occidentales qui ont démontré qu'elles sont dysfonctionnelles. Et ça, c'est la critique fondamentale. Bien sûr, les institutions économiques occidentales sont occidentales, c'est qu'elles sont sous la coupe des États-Unis. Mais si elles étaient fonctionnelles, si elles remplissaient leur rôle, la critique serait bien plus faible du côté des pays des BRICS. Ce qui en réalité a mobilisé la critique des BRICS, c'est que ces institutions sont dysfonctionnelles.
Et puis, il y a un autre problème. Bon, les États-Unis, alors, l'Union européenne n'arrête pas de se gargariser des valeurs. Hein. Il n'y a pas un discours d'une femme ou d'un homme politique européen qui ne parle pas de nos valeurs. Bon, les États-Unis aussi un peu. Ajoutons à ça le côté messianique qui est inhérent à la politique américaine. Bon. Mais les véritables valeurs qu'a portées l'Occident, qui ne sont pas occidentales en réalité, qui sont des valeurs universelles, mais qui ont été portées historiquement par l'Occident, en particulier lors de la Constitution des Nations Unies. La Charte des Nations Unies et les documents suivants, la contribution des Français a d'ailleurs été importante. Le rôle de René Cassin, par exemple, dans l'écriture de ces différents documents. Or, aujourd'hui, ce sont les pays occidentaux qui s'en sont le plus écartés. Et ce sont les BRICS et les pays du Sud qui reprennent ça à leur compte. Donc ça, il faut quand même, à un moment donné, accepter. Il faut cesser de dire, non seulement nous sommes les meilleurs, mais nous sommes les bons. Nous avons la morale et le droit avec nous. Tu parles. Non, mais tu parles. Bon. Non, mais Et qu'en réalité, ce que nous disent directement ou indirectement ou implicitement les pays des BRICS, c'est vous, pays occidentaux, vous avez failli par rapport à la défense des valeurs que vous aviez portées à un moment donné, qui ne sont pas des valeurs occidentales, qui sont des valeurs pour l'ensemble des pays, et en particulier la reconnaissance de la souveraineté de chaque pays. Et pourquoi est-ce que le secrétaire général des Nations Unies est allé à Kazan? Il n'était pas obligé. Il était invité, mais il n'était pas obligé. Pourquoi est-ce qu'il y est allé? Parce qu'il a compris que les BRICS et les pays qui suivent les BRICS, avec leur référence constante aux Nations Unies, euh, constituent aujourd'hui le véritable réservoir de futur pour une organisation comme les Nations Unies. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors, soit nous, Européens, pour les Américains, ça sera beaucoup plus difficile, mais nous, Européens, nous le reconnaissons et nous disons, il n'y a pas de raison que nous restions dans un dialogue qui est un dialogue très mortifère avec les États-Unis. Regardons aussi un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a une question extrêmement importante. C'est la question du droit des femmes. On voit bien que c'est au sein des pays du Grand Sud, ce sont les pays qui ont fait des avancées sur cette question, la Chine, grâce à la révolution communiste, en réalité, qui ont connu le développement le plus important. En Inde, il y a un mouvement féministe qui est en train de se développer. Bon, et je veux dire, c'est pas le féminisme petit bourgeois que l'on a en Occident, qui est un mouvement féministe autrement plus intéressant, et qui est en réalité euh, aux sources même du développement indien. Parce qu'il faut dire qu'à un moment donné, si sur votre population, vous avez la moitié de votre population que vous mettez en dehors du jeu et qui n'a aucun droit, eh bien, vous n'aurez pour vous développer que la moitié de votre potentiel. Par contre, si vous réintégrez cette population et vous lui donnez une pleine égalité et les mêmes droits qu'à tout le monde, vous pourrez travailler avec la totalité de votre potentiel. C'est aussi bête que cela, si tu veux. Et ça, euh, historiquement, ça a été porté à un moment donné par l'Occident, mais aujourd'hui, euh, certains pays occidentaux sont prêts à s'allier aux islamistes, qui, eux, sont évidemment dans une pensée d'apartheid entre les sexes. Donc, voilà, ce sont ce type de problèmes
qui se pose. Donc, je pense qu'en réalité, euh, les pays de l'Europe occidentale et de l'Europe orientale, leur avenir serait plutôt dans un dialogue, je ne dis pas se rattacher au BRICS, mais dans un dialogue avec les pays émergents, ce qui leur permettrait de sortir de ce dialogue très piégé pour eux et très mortifère pour eux avec les États-Unis. Mais pour cela, il faut qu'ils leur reconnaissent qu'il y a toute une série de revendications qui sont portées par les pays du Sud global ou des BRICS, quelle que soit la manière dont on l'appelle, qui sont légitimes. Et qu'après, ben, quand on est face à des revendications légitimes, alors je ne dis pas qu'il faut les accepter d'emblée, qu'il faut les accepter en totalité, parce que ça peut aussi venir en contradiction avec certains de nos intérêts. Et ça, c'est le travail de la diplomatie, qui consiste à dire, bon, là, vous avez raison, là, vous avez peut-être un petit peu moins raison, on peut peut-être trouver des compromis sur telle chose, etc. Bon. Mais ça me semblerait un avenir euh, beaucoup plus fructueux, en réalité, que l'avenir qui se dessinerait autour d'une cristallisation des deux blocs, et évidemment de deux blocs qui seraient très violemment en opposition, parce que là, entre la puissance numérique de la Chine et de l'Inde, et puis d'autres pays, hein, comme l'Indonésie, etc., et la puissance nucléaire de la Russie, malheureusement, je dirais, le rapport de force n'est plus ce qu'il était dans les années 50, 60 ou 70. Et il faut Alors, aussi avoir ça en tête. mon cher Jacques, nous, les deux boomers que nous sommes, ont connu un monde dans lequel il y avait deux blocs antagonistes. On sait comment il s'est terminé, cet antagonisme, Euh, quelle a été sa résolution. C'est pour ça que l'autre jour, je voyais, ça me faisait sourire parce que je ne souscris pas à cette vision. On voyait, c'était l'IA qui avait fait un visage de Trump sans cheveux avec la tache de vin de Gorbatchev ouais, sur ouais, sur son crâne. Je suis relativement pessimiste. En tout cas, tu viens de parler de l'Europe et c'est celle qui nous intéresse, qui nous concerne. Tu rappelles que effectivement, on a en face un Sud global qui est tiré par les trois locomotives qui sont trois États-civilisations. ouais, Pas oui, oublier tout ça. à Moi, fait, ça c'est ma tout à vision. fait. Alors les Russes l'ont parfaitement compris. Hein. Hop, ils sont maintenant. On est la troisième Rome. Hein. Nous, on est porteurs des valeurs Ouais, oui, euh, de, d'universalisme porté jusqu'à présent par l'Occident, d'accord, bon. Non, le problème, ce que je crains, c'est que je vois mal comment les dirigeants dont dispose l'Europe, les dirigeants politiques, soient ceux qui sont capables d'intégrer cette réalité et de conduire ce changement, qui sera un changement, effectivement, un éloignement non pas contraint mais choisi des États-Unis et également une façon de dialoguer et de construire avec ce Sud global qui va si vite. Je suis pas très optimiste, mais bon, nous verrons. En tout cas, Jacques, merci infiniment de cet exposé lumineux qui merci nous beaucoup. montre, et je reprends mon expression, ce qu'il y a sous le capot d'une actualité qui part absolument dans tous les sens, qui est, comment dire, souvent, souvent difficile à comprendre, marqué par un changement euh, euh, extrêmement important, ce qui est en fait la fin de la domination occidentale, la fin de la mondialisation comme forme moderne de cette domination, pour aller vers un monde différent, sauf qu'on y va vraiment très très vite. Voilà. En tout cas, je me tourne vers nos spectateurs. Merci de votre attention et euh, on va continuer à essayer d'éclairer. Et quand on a des interlocuteurs du niveau de Jacques, c'est toujours Merci une beaucoup. réussite. Alors, écoute, attends, j'ai un petit problème, je couperai ça au montage, mais pourquoi est-ce que je n'ai plus ma... Je n'ai plus ma... T'en bouge pas. Je...
T'as bugué, t'as plus ta Oui, souris? non, je n'ai plus ma... comment? Je n'ai plus ma truc là. Ça, c'est bizarre. Ça pourrait être coupé, mais oui, oui, je n'ai plus ma souris. Qu'est-ce qui se passe avec cette souris? Je pense qu'il faut que tu déconnectes tout, que tu éteignes et que tu rallumes, hein. Malheureusement, Oui, ça ben, arrive de on temps va en faire temps. comme ça, hein, de toute façon. Ah oui, non, mais après, il faut que ça enregistre. Attends. C'est difficile pour moi de faire ça. Attends. Bon, écoute, je te libère, hein, tu peux tout à fait couper, vas-y. Parfait. Moi, il Merci faut que je me beaucoup. débrouille avec mon petit problème. C'est étonnant. Ah ouais, ça arrive si tu veux. De temps en temps, ça bug et la seule manière, c'est de tout couper, de tout rallumer. Oui, mais si Bon, tu veux, normalement. Ah, ça y est, je l'ai. Ouf. ah, Ah, voilà, 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 voilà. Hop. Mazel tov.